Hey, salut! C'est très difficile pour certaines personnes de prendre la parole, alors que pour d'autres, non. Ils peuvent s'adresser à vous sans même vous connaître, sans même prendre le temps de se présenter, pas un générique, rien, c'est très irrespectueux. Non mais quel sans-gêne! Et qu'est-ce qui fait que certains maîtrisent ça mieux que d'autres? Alors, on peut penser à un problème de légitimité, et il rentre en ligne de compte, mais il ne peut pas tout expliquer. En tout cas, moi, j'ai pas la réponse à cette question, mais c'est pas parce que j'ai pas suffisamment étudié le sujet, et je mets tout ça entre petits lapins, que je vais me retenir de vous dire ce que j'en pense. Il y a des avantages à prendre la parole, mais qu'on n'a pas toujours en tête quand on la refuse ou qu'on décide de la prendre publiquement, devant 1, 2, 10, 100 personnes, hein, et même plus, abonnez-vous. Vous connaissez la langue naturelle de l'homme? Allez, spoiler, il n'y en a pas. Mais est-ce que vous savez du coup comment on l'a découvert? De 1194 à 1250, Frédéric II de Hohenstaufen fut l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Il était particulièrement fasciné par les sciences, dit-on, et toujours, selon ce dit-on, sa curiosité s'étendait dans plein de domaines différents. Selon la légende, ce fameux dit-on, il était surnommé Stupor Mundi, l'étonnement du monde. Ça pète la classe comme surnom, mais c'est surtout le but d'une légende. Alors il était un peu sociologue avant l'heure, le Fredo, mais avec l'étendue d'un empire comme laboratoire, donc il y a de quoi en faire, des expériences de sciences molles. Ainsi, après la naissance de son fils, lui-même avait 17 ans, et sûrement dû au fait qu'il parlait déjà 6 langues, il s'interrogea sur la langue naturelle de l'homme. Question. Quelle pouvait-elle être si l'individu n'était pas influencé par son environnement? À quoi pouvait-elle ressembler si elle était spontanée, libérée du conditionnement de la reproduction sociale? Et les paris sont allés bon train, car c'est une question qui intéressait nos ancêtres depuis bien avant l'époque de Frédéric II. Donc latin, grec ancien, hébreu, arabe, araméen, pourquoi pas? Ou une langue tout autre, hein. Tout avait été envisagé face à ce vaste champ d'incertitude. Certains avaient même imaginé que ça pouvait être la langue des géniteurs, oui, parce qu'on a longtemps cru que ça se transmettait par le sgeg. Donc le Fredo, galvanisé par l'idée qu'il puisse répondre à l'interrogation de ses ancêtres, aurait fait récupérer 6 bébés orphelins et aurait demandé à une équipe de nourrices qu'on les élève, qu'on les alimente, qu'on les soigne, mais sans jamais interagir avec eux, par la parole déjà, mais aussi en minimisant les relations tactiles, comme les caresses, afin que la langue émerge en étant le moins parasitée. Donc moi non plus, j'ai pas trop compris le lien entre les caresses et la langue, pourquoi les deux spécifiquement, fallait les soustraire, et juste la langue ça aurait pu suffire. Alors vu d'aujourd'hui, ça peut paraître con comme démarche, mais en réalité c'est plutôt avant-gardiste, pour l'époque surtout, parce que je vous rappelle que c'est le XIIIe siècle, hein, donc vous parlez de conditionnement, de reproduction, de comportement, non, ça c'est aujourd'hui, ça c'est des réflexes qu'on a nous. Eux, ils n'avaient pas ces réflexes-là en fait. Et c'est sûrement grâce à eux que nous avons ces réflexes-là aujourd'hui. Il leur en a fallu donc de la curiosité pour tenter ça. Et cette curiosité aurait reçu une réponse plutôt inattendue pour eux. En effet, les enfants se seraient tous laissés dépérir progressivement, jusqu'à mourir avant même de prononcer quoi que ce soit. Depuis l'époque de Fredo, l'hospitalisme a été découvert et étudié. Pour résumer, beaucoup, c'est une forte dépression du nourrisson, déclenchée par la séparation d'un nouveau-né avec sa mère ou son substitut maternel. Donc dans les études, l'importance des caresses et de la stimulation par la parole y sont mentionnés comme des facteurs importants pour empêcher l'apparition de ce phénomène. Donc bien sûr, ce n'est pas le manque de parole qui provoque des décès de nourrissons, sinon aucun enfant de parents sourds-muets ne pourrait survivre, et le film La famille Bélier serait un film de science-fiction. Mais si tous les nouveau-nés ont besoin qu'on aille les chercher par la main, pour les amener à s'ouvrir au monde, ça confirme un besoin d'interaction sociale, un besoin d'échange très tôt dans le développement humain. Alors pourquoi certains finissent par se taire? Si nous arrivons au monde avec la même appétence pour ces échanges, alors nos différences de comportement s'expliquent peut-être plus par nos environnements de vie. Y a-t-il un conditionnement culturel qu'on rencontre tous et qui pourrait expliquer cette séparation entre les blablateux et les taiseux? Les enfants, les nôtres ou ceux qu'on a été, sont-ils vraiment égaux dans la prise de parole? Voyons déjà à l'école par exemple. Quelques études ont été menées dans différentes écoles de France entre 2005 et 2012 et les observateurs ont révélé une différence notable qu'en primaire, la prise de parole était majoritairement masculine. Malheureusement, ces études sont trop peu nombreuses et trop éparpillées sur le territoire et dans le temps pour faire consensus. Elles indiquent pourtant quelques faits intéressants sur cette question qu'il faudrait approfondir. Et anecdote perso, j'ai pu constater que dans un groupe de garçons et de filles d'environ 12-13 ans, les filles laissaient plus facilement la parole aux garçons. Pas systématiquement, mais souvent et sans que les garçons ne soient terrorisants. Elles s'effaçaient, sûrement de manière inconsciente, quand elles voulaient parler en même temps que l'un d'eux. C'est apparu suffisamment souvent pour que je le remarque, que ça m'intrigue et que je fasse des recherches dessus. Intrigué que j'étais.
Donc tant qu'il n'y a pas consensus, les théories peuvent pleuvoir. Hein. Était-ce un truc hormonal, un certain je ne sais quoi, dans la voix de ces adolescents prépubères, qui impressionnait ces jeunes filles? Je peux le comprendre. Ou est-ce que les bribes de patriarcat latent auraient pris le contrôle de tous ces garnements pour les inciter à soumettre régulièrement les jeunes filles, amenant celles-ci à ne pas contredire ces futurs leaders pour ne pas perturber la cohésion du groupe? En des mots moins... en d'autres mots, est-ce qu'ils ne reproduiraient pas, tout simplement, un schéma qu'ils ont appris? Savez-vous ce qu'est l'argument d'autorité? Selon Wikipédia, il consiste à invoquer une autorité lors d'une argumentation en accordant de la valeur à un propos en fonction de son origine plutôt que de son contenu. Voilà, en gros, ça veut dire qu'on croit plus facilement quelqu'un qui impressionne même s'il dit de la merde. Et à discours égal, c'est la personne qui impressionne qui convaincra le plus de monde. Et surtout si elle a de l'assurance et des accessoires qui font sérieux. On l'appelle aussi l'argument du respect, l'argument du pouvoir ou l'argument « ta gueule, j'ai raison ». Et vous pensez en être immunisé parce que les autres peuvent se faire avoir, d'accord, mais pas moi. Et pourtant, vous les avez déjà subis, voire certains les ont réutilisés après les avoir subis. Il n'a pas d'orthographe précis, il peut prendre différentes formes, et parfois s'habiller de mots flatteurs, mais pour faire mal. C'est cet argument nul qui revient à dire « c'est comme ça parce que c'est comme ça, j'ai pas de leçon à recevoir d'un morveux de ton âge, on fait comme j'ai dit, un point c'est tout. Non mais c'est qui le patron ici, hein ?» Donc vous aurez compris que ce n'est pas vraiment l'intelligence et la répartie qu'on sollicite en faisant ça, mais plutôt l'obéissance et la non-contradiction. Donc exactement l'opposé d'un échange. Et ils sont partout, hein, dans les villages, dans les villes, dans les réseaux sociaux, bien trop souvent présents à la télévision, car ce système de communication a été conçu à sens unique, mais aussi présent à l'école, dans le milieu du travail et enfin dans la famille. Bref, partout où il peut y avoir des adultes susceptibles et en manque d'assurance, mais en quête de respectabilité coûte que coûte. Dans la famille d'ailleurs, où ils sont plus facilement reconnaissables, souvent par la voix qui hausse, donc susceptibilité plus besoin de respectabilité, ça rate rarement. Vous y repenserez au prochain dîner de famille chez Mémé, lorsque tonton Kevin, qui parle toujours fort et qui veut toujours avoir raison, prendra la parole. Prenez du popcorn. Ce qu'on peut en retenir, c'est que notre libre arbitre est peu de choses. Car si c'est fait avec suffisamment de talent, l'argument d'autorité fonctionne. Et c'est justement parce qu'il fonctionne que ça fout le bordel dans nos jugements. Il suffit qu'un mec un peu charismatique, genre en blouse blanche, avec des lunettes, vienne asséner des pourcentages invérifiables pour que plein de gens que vous connaissez, vos collègues, la maîtresse de vos gosses, Tati Gertrude ou votre patron, tous des adultes avertis, hein, qui s'informent tous les jours au journal de 20h, comme des personnes de bien, vous relayent des infos frelatées en toute bonne foi. On le minimise trop, mais c'est un excellent outil pour abaisser la vigilance et la contestation. Et ça marche aussi avec une pipe. Je veux dire, comme argument d'autorité, en fait. À la place des lunettes, une pipe. Alors rendez-vous compte, hein, 70, 80, 90%, hein, soyons fous, 95% de la population, c'est-à-dire nous tous, hein, nous avons subi cette technique de manipulation au moins une fois dans la famille, le milieu professionnel sinon, ou devant des émissions politiques ou même devant la pub. Avec un matraquage aussi constant, rendez-vous compte, à 95% de la population touchée, comment remettre en cause une pratique aussi institutionnalisée que le « ta gueule, j'ai raison ». Alors imaginez en plus devoir remettre en cause du sexisme ou du racisme ordinaire, voilà. Ah, on me dit que 125% de la population, 125%, rendez-vous, ça veut rien dire. Alors, avons-nous toujours été égaux, filles ou garçons, depuis l'enfance, face à la prise de parole à la maison, comme dans la cour de récré? Quelles ont été ces tribunes pour nous exercer à la prise de parole? Et même si récemment on tend enfin plus facilement les micros aux victimes, et sans petit lapin pour les victimes, si on s'efforce de créer des environnements équitables pour redonner de la force à ceux qui en manquent, restons-nous vraiment égaux quand quelqu'un parle? Autrement dit, l'affirmation de soi empêche-t-elle à l'autre de s'exprimer, de s'affirmer? Sans transition, vous connaissez Georges Marchais? Il fut le secrétaire général du Parti communiste pendant de nombreuses années, mais ce n'est pas seulement pour ça qu'il fut célèbre. Il était de ceux que l'on recevait sur les plateaux des émissions politiques, et il faisait le spectacle, que les journalistes le veuillent ou non d'ailleurs, car il n'avait pas sa langue dans sa poche. Je veux répondre sur l'Iran tout à l'heure. Pause. Voilà une feuille de papier, inscrivez votre question. Donc un peu comme Mélenchon aujourd'hui, ou beaucoup comme Marine Le Pen, des figures politiques clivantes, il était de ceux qui mettaient les pieds dans le plat et qui en redemandaient. Vous n'arrivez pas à vous mettre dans votre petite tête que moi aussi j'ai un cerveau. Et un cerveau qui est capable de raisonner, de réfléchir et de formuler des propositions et des appréciations. Et pourquoi je vous parle de lui? Eh bien parce que je l'aimais bien. Je trouve qu'on l'a un petit peu oublié et que c'est dommage. Mais aussi parce qu'aujourd'hui, les débats politiques ne sont plus vraiment les mêmes qu'à son époque. Non pas que c'était nécessairement mieux avant, ce qui a changé, c'est le calcul du temps de parole, notamment pour les débats présidentiels. Et si ça a changé, eh bien c'est notamment à cause de lui, ou grâce à lui, hein, selon le point de vue, ainsi qu'à d'autres bons clients, comme un certain...
Willy Le Borgne. On vous présente comme un jeune loup, mais il est dû également. Vraiment du retard, monsieur Chirac. Vous raisonnez comme il y a 40 ans. En effet, ces trublions de l'ancienne école, ces tribuns gouailleurs, avaient bien compris que tant qu'ils avaient le crachoir, ils avaient l'attention du public, leurs oreilles et donc le temps de cerveau disponible qui va avec pour leur servir leur limonade. Mais je suis pas venu pour vous dire amen, quand même. Non. C'est peut-être pas votre question, mais c'est ma réponse. Et comme une émission de télé doit s'arrêter à heure fixe, plus ils monopolisaient la parole et moins les autres l'avaient, c'est mathématique. Je suis venu du lieu où je me repose, j'ai fait 80 km en voiture pour vous répondre, et si vous ne me laissez pas parler, il fallait me laisser là où j'étais. Et à trop avoir tiré sur cette corde vocale, ils ont amené le CSA à repenser les débats télé, pour les campagnes présidentielles notamment. Écoutez, le Cabache, c'est, je crois, une soirée suffisamment sérieuse. Si vous pensez que ma place n'est pas souhaitable, puisque la droite, elle a gagné, moi je laisse la place à la droite et je vais ailleurs. Marchais n'a pas eu l'occasion de se plier à ces nouvelles règles, mais Jean-Ma, oui. Parce que c'est extrêmement désagréable. Donc prendre la parole et la garder, si on a quelqu'un à empêcher de parler, ça se comprend. Mais s'il n'y a pas vraiment d'opposition, quel en serait le but? Et puis pour dire quoi? Connaissez-vous la durée du plus long discours politique du monde? 7h15 environ. Et vous savez qui l'a prononcé? Ne répondez pas parce que c'est une vidéo, en fait. C'est Fidel Castro, le célèbre démocrate. En 1998, et avec un discours de 7h15, il a battu son propre record du monde de 7h10 minutes qu'il avait établi en 1986. Et on peut dire que c'était un habitué des discours fleuves, car depuis les années 60, il avait coutume de dépasser les 3 heures de discours. Et juste pour vous donner une idée du personnage, il prend le pouvoir en 59, et en 60, il va faire un discours de plus de 4 heures à l'ONU. Le mec vient d'arriver dans l'appart, il a pas fini les peintures, pas déballé tous les cartons, qu'il va déjà à la réunion des copros, limite en jogging, pour leur faire un discours magistral pendant plus de 4 heures. J'en connais qui préféreraient aller bosser plutôt que de subir ça. J'en reviens donc à ma question, juste avant. Tenir un discours de plusieurs heures, c'est bien beau, mais pour dire quoi de si essentiel? Parce qu'un cours de 4 heures, tu viens avec un calepin ou un ordi, tu prends des notes au cas où il y a un truc qui soit dit, qui méritait qu'on y réfléchisse un petit peu. Est-ce que ce qui est dit a vraiment besoin d'autant de développement? Prendre la parole longtemps n'implique pas forcément qu'il y ait quelque chose à comprendre, et parfois même rien d'important à écouter. Voici un outil du projet Lazarus Mirage, mis en place en 2010, notamment par le professeur Henri Brock, alors directeur du laboratoire de zététique. Certains politiciens sont comme les diseuses de bonne aventure. Ils tombent dans l'effet puits. Ce projet avait pour but d'aider le grand public à comprendre et débusquer les arnaques dans les discours politiques. Qui donnent l'impression de dire des choses crédibles et importantes. Ça se présente tout simplement, on choisit un bout de phrase dans chacune des colonnes, et au bout de 4, on a une phrase d'un discours politique lambda. On peut choisir comme on veut, garder le début, changer la fin, à chaque fois la même fin, on multiplie les phrases, on les arrange comme on souhaite, et on obtient un discours fleuve. Je reste fondamentalement persuadé que l'effort prioritaire en faveur du statut précaire des exclus interpelle le citoyen que je suis et nous oblige tous à aller de l'avant dans la voie d'un programme plus humain, plus fraternel et plus juste. Cette version informatisée est inspirée d'un article très sérieux de Libération de 1981, qui lui-même s'inspirait d'un article très engagé paru dans la Gazette de Varsovie. D'ailleurs, j'en ai trouvé un sur le complotisme qui est rigoureusement sur le même principe. Je vous laisse faire pause si vous voulez le découvrir. Grâce à ce genre d'outils intellectuels, on pourrait, selon les estimations, tenir virtuellement 40 heures avec 10 000 phrases, dont jamais 2 fois la même. Par contre, vous mettez 10 fois de suite la même phrase en ne changeant que le dernier bout. Si on les enchaîne, dès la deuxième phrase, on grille le truc, en fait. Donc virtuellement 40 heures, voilà. C'est à peu près aussi captivant que le jeu où on écrit un SMS uniquement avec les propositions automatiques du téléphone. Ça occupe le cerveau un instant, mais très vite, on s'en lasse parce que c'est redondant. La raison, c'est qu'on a un laps de temps, plus ou moins long selon chacun, et au-delà duquel notre vigilance s'abaisse. Une des solutions serait de faire une grille de bingo comme celle-ci, mais avec 50 voire 100 entrées, et peut-être faudrait-il plus, pour abaisser suffisamment la vigilance du plus grand nombre. Plus il y a de temps qui s'écoule entre les répétitions, et mieux ça passe sous notre radar. Et avec des outils comme ça, ma bonne dame, on pourrait mener une carrière politique, et passerons les jours, les semaines et les années sans que personne ne se pose de questions sur notre légitimité. Voilà, pour ceux qui ne me croient pas. Il faut remédier à cette instabilité des prix. Pour remédier à cette instabilité des prix, il faut mettre en place de véritables outils de gouvernance. Il faut mettre en place de véritables outils de régulation. Le mot terre a une signification française. J'ai été élu pour défendre l'identité nationale française. L'agriculture a façonné nos paysages.
L'agriculture a donné à notre patrie une partie de son âme. Eh bien, c'est avec ces convictions que nous allons œuvrer ensemble pour l'avenir de notre agriculture. De l'agriculture française. Mes chers compatriotes, les Français doivent saisir cette opportunité historique qui s'ouvre. Cette chance historique de redressement national. Il est temps désormais de libérer le peuple français. Libérer nos compatriotes. Le résultat que j'ai obtenu est également remarquable. Par ce résultat historique et massif, Il nous place comme la première force politique française. les Français ont désigné l'Alliance patriote et républicaine comme la première force d'opposition. Française. Et on peut récupérer la grille de bingo des copains aussi. Hein. Si ce sont des bons outils, bien ficelés, bien écrits, ça passe crème. Je veux demander à mes amis de me laisser libre d'aller vers les autres. Je demande donc à mes amis de me laisser libre d'aller vers les autres. Vers celui qui n'a jamais été mon ami. Vers celui qui n'a jamais été mon ami. You work hard for what you want in life. You work hard for what you want in life. Your word is your bond that you do what you say you're gonna do. Your word is your bond and you do what you say. Je suis un optimiste de la volonté. Je veux porter l'optimisme de la volonté. Le doute s'est installé. La promesse républicaine. Les Arméniens, Aux Arméniens, aux Comoriens, les Comoriens, aux Italiens, les Italiens, Algériens les Algériens, et aux Maghrébins. les Marocains, les Tunisiens, les Sénégalais. Sénégalais. Si notre vieille nation oublie d'être grande, alors elle n'aura plus de sens. Elle ne sera plus rien aux yeux du monde, comme elle ne sera finalement plus rien à nos propres yeux. Si Paris est la première destination touristique mondiale, c'est que la France est autre chose. Je suis président de tous les Français. De tous les Français. De tous les Français. De tous. Je suis Président De tous les Français. Dans le même genre d'idée, je vous invite à voir la petite prouesse de Franck Lepage, avec ses concepts opératoires. Ce sont des mots que chacun peut interpréter différemment, en ayant l'impression que tout le monde comprend la même chose. C'est-à-dire de mots qui ne veulent strictement rien dire, mais qui donnent l'impression de dire quelque chose. Là, je vous ai préparé une communication à 17 mots. C'est pour les besoins du spectacle, hein. C'est énorme. Prendre la parole, ça peut sembler si anodin. On peut s'emparer un instant d'un espace de silence pour ramener l'attention des autres vers soi, puis l'instant suivant, laisser sa voix à un représentant, une figure d'autorité qui se permettra de parler pour lui, en prétendant parler pour nous, mais sans nous laisser les moyens de le contredire. On considère la parole comme signe de l'épanouissement de chacun. Mais c'est autant dans la manière de la prendre que dans la manière de la laisser être prise, la vouloir pour les autres telle qu'on la voudrait pour soi. C'est comme les mots dans les toilettes publiques en fait. C'est pas glamour hein, comme métaphore, mais au moins ça reste en tête. Et au final, la question d'origine était un prétexte pour parler de tout ça, mais surtout pour vous parler et vous inviter à réagir dans les commentaires. Je voulais aussi vous montrer que, quelle que soit la prise de parole, publique ou privée, elle a plus à voir avec l'exercice d'influence, donc une légitimité la plupart du temps acquise sur un bluff. Et pour continuer à bousculer les taiseux, j'espère vous avoir fait comprendre que l'habitude de prendre la parole n'est pas seulement naturelle, elle est beaucoup culturelle aussi. Que plus vous la fuyez, et plus vous devenez bon à l'esquiver, et moins vous devenez bon à la pratiquer. Et que vous le vouliez ou non, on communique quelque chose de nous, même quand on refuse de communiquer. Donc si vous n'êtes pas légitime, mais que les autres ne le sont pas non plus, alors vous n'avez pas la légitimité de les laisser parler pour vous. Je n'ai pas retrouvé l'identité de la personne, sûrement une personne non légitime, mais elle a dit, quand on parle de quelqu'un, en fait on ne parle que de soi. Et je trouve qu'elle a parfaitement raison. Donc voilà, je vous remercie d'être resté aussi longtemps sur cette vidéo. C'était mon premier épisode, donc il peut paraître un peu décousu, un peu brouillon, parce que le sujet était dense et j'ai dû trancher dedans pour en faire quelque chose de potable pour une première approche. On n'a pas vraiment répondu à la question de départ, mais je l'ai assumé, la question était un prétexte. J'espère surtout vous avoir appris certaines choses et aiguillé sur des pistes de réflexion. J'avais tout ce fatras depuis longtemps en moi, il fallait que ça sorte, c'était important. En général, tout ce qu'on a sur le cœur, il faut réussir à le livrer, ça va mieux en le disant. Bon du coup, les commentaires sont là pour réagir, hein. Je vous incite à le faire, à prendre la parole, mais n'oubliez pas, respectez-vous, respectez les autres, et on n'attaque pas le physique, pas les habits, pas la maman. Et si jamais j'avais raté une info, m'allez expliquer un truc, ou si vous avez des conseils pour que je m'améliore, n'hésitez pas, dites-le moi, manifestez-vous, pour moi c'est important. Les commentaires YouTube m'aident à maintenir le dialogue avec vous, et ça aide à entretenir un certain rapport égalitaire. D'ailleurs, en parlant de rapport égalitaire, est-ce que vous savez qu'au début de YouTube, en fait, les créateurs avaient prévu qu'on se réponde en vidéo, par vidéo interposée. En fait, c'était en 2005.